Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la situation au Mali et au Sahel n'est que le triste reflet du vide absolu de ce que signifie de manière opérationnelle la guerre contre le terrorisme. Une guerre qui désigne à la fois une lutte contre un mode opératoire, contre des organisations qui se recomposent très rapidement, contre des organisations partageant des ambitions changeantes, parfois antagoniques, et enfin une lutte contre une idéologie aux contours extrêmement flous. Alors, que combattons-nous au Sahel? Quel est l'objectif de la France? Personne n'a jamais pu répondre, parce que vous n'avez pas la réponse. L'absence de lecture critique de cette notion de guerre contre le terrorisme, forgée au lendemain du 11 septembre, a conduit à des désastres de très grande ampleur. De l'Irak à l'Afghanistan, en passant par la Libye, la Somalie, le Yémen ou encore le Sahel. Ces guerres contre le terrorisme sont anachroniques. Elles ne peuvent pas être gagnées sans lutter contre les véritables racines du mal. Les députés communistes ne cessent de vous le dire. Ces menaces sont l'insécurité alimentaire, environnementale, puisque la zone sahélienne est l'une des plus sensibles au réchauffement climatique, mais aussi l'insécurité liée à l'effondrement des services publics, éducatifs, de santé, de justice ou de sécurité intérieure. Et toutes ces insécurités nourrissent des trafics et des flux illicites de capitaux. Les catégories ethniques et religieuses sont manipulées pour justifier et légitimer la violence, mais elles ne sont que des excuses. C'est pour cela que l'on ne peut pas parler de ce retrait comme d'une humiliation de la France. C'était un échec prévisible depuis le premier jour, puisque sans objectif, une guerre ne peut être gagnée. Si l'humiliation appelle un sursaut d'orgueil, un échec appelle à la réflexion et à l'humilité. C'est pour cela qu'en priorité, les députés communistes proposent de faire un bilan lucide de l'action de la France en Afrique. Pour ne pas reproduire ces erreurs, si nous l'avions fait après la monstrueuse guerre contre la Libye en 2011, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, largement insisté sur la manière dont les troupes allaient se redéployer et sur l'avenir opérationnel des opérations militaires en cours au Sahel. Pourtant, nos interventions militaires sont sur la sellette partout au Sahel. Le blocage du convoi militaire français à la fin de l'année dernière au Burkina Faso et au Niger l'a prouvé. En tant que promoteur infatigable de la paix, les députés communistes proposent, dans un deuxième temps, d'organiser un plan de retrait concerté avec tous les États du Sahel et de la région. Chaque mot compte. Plan de retrait pour valider le souhait des peuples de voir partir l'armée française avec une organisation précise et concrète. Concerté, parce qu'on ne peut plus continuer cette politique élyséenne où un homme décide seul sans respecter ses interlocuteurs du Sahel. Car il s'agit bien de créer les conditions du retrait de la région en accord avec tous les États et avec les peuples concernés. Le troisième acte d'urgence, pour avancer dans la sécurité et pour gagner la paix, c'est de mettre en place une coopération militaire collective bien plus équilibrée, qui reposerait sur la formation et sur le transfert de technologies militaires pour rendre leur indépendance à ces États. Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons bien conscience que la violence existe et qu'elle doit être combattue pour aider les populations qui souffrent. Mais elle doit être menée avec les États et par les États eux-mêmes. La quatrième proposition des communistes est de renforcer nos coopérations civiles, en apportant une aide au développement qui soit orientée sur le recouvrement des recettes fiscales et sur la reconstruction de l'État grâce à cela. Cela permettra de redonner cette marge de manœuvre budgétaire indispensable pour rebâtir dans ces pays des services publics forts. Ce sont eux les plus efficaces pour lutter contre le terrorisme et pour gagner la paix. Au Sahel comme en France, soit dit en passant, une marge de manœuvre budgétaire qui a été, il faut le redire ici, détruite par les réformes ultralibérales imposées à ces États par le Fonds monétaire international, le Club de Paris aussi également, et la Banque mondiale dans les années 80-90 et qui ont créé un terreau fertile des contestations armées actuelles. Aujourd'hui encore, l'Afrique meurt de ses taux d'imposition aux entreprises extrêmement faibles et de son évasion fiscale qui équivaut à ce qu'elle reçoit en aide publique au développement.
Le cinquième acte à poser avec les États sahéliens, c'est d'en finir avec la présence paternaliste et humiliante de la France chez eux. En protégeant ces vassaux africains sans jamais regarder la légalité de leur pouvoir, vous avez humilié les peuples d'Afrique de l'Ouest. Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France? Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounti, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali et dernièrement le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. C'est un changement majeur qui bouleverse les dynamiques au Sahel. Évidemment, pour nous, élus démocratiques, moins fragiles que celles de ces États, l'inversion des priorités entre souveraineté et démocratie nous dérange au plus haut point. Mais il faut reconnaître qu'au Sahel, dans une zone où les entreprises françaises sont très influentes, où l'on paie en francs CFA et où les autocrates sont validés par Paris, la notion d'indépendance, la notion de souveraineté prend souvent la forme de défiance envers Paris. Une défiance renforcée par l'insécurité qui ne recule pas. Pour preuve, il y a 9 ans, au début de l'opération militaire française, les djihadistes et autres entrepreneurs de violence étaient présents sur 10% du territoire, alors qu'aujourd'hui, près de 90% du territoire malien est classé en zone dangereuse. Outre les 59 militaires français tués auxquels nous devons rendre hommage pour leur engagement, il faut rappeler que le nombre de victimes africaines est estimé à 4 838, rien que pour 2021. Sans compter les 2,2 millions de déplacés internes et les 200 000 réfugiés. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que constater le fait que le peuple malien ne s'est pas opposé à l'arrivée au pouvoir de ces militaires. Il ne les juge pas bons démocrates, personne ne s'y trompe, mais il les juge davantage capables de lutter contre le terrorisme et pour retrouver leur souveraineté et leur capacité à agir indépendamment de la France. C'est un fait. Certains pensent même que les nouveaux dirigeants militaires rendent, écoutez, leur fierté au peuple malien. C'est cela qu'il vous faut comprendre d'urgence, que l'on croit ou non à la sincérité des intentions du régime malien actuel, peu importe. Le constat est sans appel. Nous avons perdu le soutien des Maliens. Mais attention à ne pas confondre les choses. Le peuple malien n'est pas anti-français. Il est anti-politique actuelle de la France et des décennies précédentes. Cette nuance est fondamentale pour porter avec justesse les futures actions diplomatiques françaises envers les autorités maliennes. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, il est impératif que vous preniez enfin la mesure du drame que la France a créé là-bas. Le redéploiement des troupes françaises dans les États voisins du Mali est une nouvelle preuve de votre incompréhension totale du terrain. Changez de logiciel. Arrêtez d'écouter les multinationales françaises qui veulent maintenir leur domination économique dans cette région. Arrêtez d'écouter les va-t-en-guerre qui pensent que la violence ne se combat qu'avec des armes. Essayez plutôt de comprendre les peuples et leur dynamique propre
eux seuls doivent être écoutés. Nos propositions émanent du vécu des gens et des revendications des peuples. Nous les avons construites avec eux et nous vous les relayons ici. De plus en plus de voix en France les accompagnent. En les écoutant, peut-être que la dignité de la France en Afrique aurait été sauvée depuis longtemps. En tout cas, nous pensons que oui.